À une journaliste qui lui demandait quelles étaient les limites qu'il entrevoyait à sa carrière, Bruce Lee répondit un jour « les limites du ciel ouvert ». Et l'on comprend très bien aujourd'hui ce qu'il voulait dire alors. Débarqué en 1958 à Los Angeles, avec 100 $ en poche, ce petit émigrant de Hong Kong est devenu en 12 ans l'une des plus grandes stars du cinéma mondial, une vedette dont les films rapportent plus de dollars que ceux de Clint Eastwood et John Wayne réunis. On peut dire que Bruce Lee a littéralement révolutionné le kung-fu. Avec lui, les arts martiaux chinois sont sortis de leur gangue de poussière et se sont adaptés au monde moderne. Il a, à lui tout seul, créé la mode des arts de combat orientaux qui bat aujourd'hui son plein dans tous les pays occidentaux. En tant qu'acteur, il a été la première superstar non blanche capable de briser les barrages dressés par l'inertie et la routine des grands de Hollywood. En apparaissant à l'écran, Bruce Lee disait à ses compatriotes « Vous, Chinois, vous pouvez faire aussi bien que tout le monde et je vous le montre pour que vous puissiez y croire. » Parlant au nom de son peuple, Bruce Lee devint ainsi, avec 2 films, le symbole de toute une race, celle des opprimés et par contre-coup, celle de tous les immigrés. Il est mort à 33 ans, avec 4 films tournés, non pas au sommet, mais au début de sa fantastique carrière. Pour certains, il n'est qu'un mythe, une légende, un personnage incompréhensible. Pour d'autres, il est un dieu. À Hollywood, il est déjà devenu le sujet d'un film. La vie et la légende de Bruce Lee est une superproduction de 3 millions de $, adaptée du livre de Linda Lee, Bruce, tel que je l'ai connu, mise en scène par Robert Clouse, réalisateur de Opération Dragon. Les conseillers techniques sont Dick Hensey, directeur de la revue Black Belt, et Chuck Norris, cette fois champion du monde de karaté. Les caméras seraient prêtes à tourner s'il ne restait encore une question sans réponse. La question principale, qui va incarner à l'écran le petit dragon? Qui sera à la fois beau, chinois, parlant anglais et spécialiste du kung-fu? Qui saura ressembler à ce qu'était Bruce Lee? Moi, ont déjà répondu à Los Angeles, New York, Rome et Hong Kong, plus de 2000 candidats à la gloire. La vie et la légende du petit dragon, produit par 2 anciens élèves de l'école de kung-fu de Bruce Lee, Barbara Streisand et Steve McQueen, sortira en 1976 dans les 3 salles du Hollywood Boulevard. Le Hollywood Boulevard, surnommé par Roger Guimbaud la maison du karaté, est devenu depuis 2 ans la maison de Bruce Lee. Nous avons demandé à son directeur, René Château, auteur du premier livre français sur Bruce Lee, ce qu'il pensait du petit dragon. Non, on ne peut pas le comparer à d'autres acteurs américains. C'est pour ça que Bruce Lee est une star, parce que c'est complètement unique ce qu'il fait. Et d'ailleurs, quand on étudie le vrai personnage de Bruce Lee, on est frappé d'une chose, c'est que si personne ne croyait que ce petit Chinois allait devenir une star, lui, il l'a toujours su, il l'a toujours cru. Et quand ça allait mal dans sa vie et que sa femme lui disait « Bon, écoute, c'est les circonstances qui sont pas très bonnes en ce moment », il répondait « Moi, les circonstances, je m'en fous, je vais les faire moi-même, les circonstances ». Bruce Lee est pour la jeunesse d'aujourd'hui ce que représentait Douglas Fairbanks qui est le film pour nos parents. Tarzan aussi a été un mythe. C'était un héros comme Bruce Lee qui n'utilisait que sa propre force pour affronter ses adversaires. Mais c'était un blanc, et un blanc supérieur à tous les hommes de couleur. Bruce Lee, lui, est un homme jaune qui affronte la loi des blancs. Ce qui permet d'apprécier et de voir l'importance de Bruce Lee à l'écran, c'est surtout la sortie des autres films chinois. Il est sorti environ à Paris 100 films chinois. Plus les films chinois sortaient, on s'apercevait que Bruce Lee était grand, était le meilleur et aussi le plus beau. Bruce Lee est né aux premières lueurs de l'aube, l'heure du dragon, du 27 novembre 1940, l'année du dragon, à l'hôpital chinois de San Francisco. Il avait 3 ans quand ses parents décidèrent de revenir s'installer à Hong Kong, leur pays d'origine. Hong Kong n'a rien d'un paradis. 3,5 millions d'habitants s'y entassent sur moins de 75 km². Dans le quartier pauvre de Mong Kok, il y a 400 000 personnes par kilomètre carré, ce qui signifie une densité de population égale à 10 fois celle de la ville de Tokyo,
et fait de Hong Kong une espèce de jungle urbaine où l'expression « lutte pour la vie » conserve quotidiennement son sens le plus fort. Avec son père, Lee Hoi-Chuen, comédien de vaudeville à l'Opéra de Canton, Bruce apprit quasiment en même temps à parler, à marcher et à jouer la comédie. Mais les deux Lee ne jouèrent cependant jamais dans le même film. Lee Hoi-Chuen hésita d'ailleurs longtemps, partagé entre la peur qu'il avait de voir son fils s'engager dans une carrière aussi aventureuse et la fierté de sentir chez ce gamin la montée d'un talent indéniable. En tout, Bruce tourna 20 films. Il fut sous-payé pour 19 d'entre eux. Et tous les 20 ont aujourd'hui disparu sans laisser d'autres traces qu'un vieil album de photographies jaunies. Mais Bruce n'était pas qu'un acteur prodige. J'étais un voyou qui cherchait la bagarre, dit-il. À 13 ans, il possédait son propre gang et de son propre aveu, il était très proche de devenir un petit gangster. Ce qui le détourna de cet avenir peu glorieux, ce fut tout simplement le kung-fu. Il s'y jeta comme s'il y était né, avec les poings déjà serrés. Ce qui changea sa vie, mais ne l'empêcha pas de continuer à se battre. Chinois, né en Amérique et maintenant âgé de 18 ans, Bruce se trouva brusquement mis devant la possibilité de choisir entre deux nationalités, celle de Hong Kong ou l'américaine. Moi, je crois que le kung-fu, c'est ce qui a sauvé Bruce Lee, parce que après avoir fait ces quelques films comme vedette à Hong Kong, il commençait à tourner mal. Enfin, suivant son frère, Bruce fréquentait les bandes de voyous à Hong Kong, et heureusement, à ce moment-là, il est tombé sur un grand maître qui s'appelle Yip Man, qui lui a donné ses premières leçons de kung-fu. Et à ce moment-là, ça a transformé et la vie et l'entourage de Bruce Lee, dans le sens que il était pratiquement en état d'entraînement permanent. Son frère Robert m'a expliqué que, par exemple, quand il mangeait avec lui, il avait un tabouret sur le côté sur lequel il tapait, lui tranchant de la main sans arrêt pour s'entraîner, quoi. Le 3 décembre 1958, avec 100 $ pour toute richesse, Bruce Lee arrive à Hollywood. Il partait au bon moment, car certains de ses ennemis commençaient à parler de le tuer. À son arrivée, il se heurta au conformisme de l'époque qui consistait à confier les rôles d'asiatiques à des blancs aux yeux tirés en arrière et au visage peint en jaune. Charlie Chan était le Suédois Warner Holland, l'Allemand Peter Lorre interpréta la série Monsieur Moto, l'Américain Edward G. Robinson fut le héros de Hatchetman, l'Anglais Boris Karloff interpréta à plusieurs reprises le rôle de Fu Manchu, et d'autres Asiatiques, fourbes et cruels. Au départ, ça a été très très dur, parce qu'à Hollywood, personne ne voulait de lui parce qu'il était petit, il était chinois. Mais, comme il donnait pour vivre des cours de kung-fu, parmi ses élèves, il avait James Coburn et Steve McQueen. Et un scénariste américain, le scénariste de La Tour Infernale, qui s'appelle Sterling Stilifan, qui l'a beaucoup aidé, et qui y croyait beaucoup, mais il croyait beaucoup à Bruce Lee en tant que second rôle. C'est grâce à Sterling Stilifant que Bruce Lee fit à la Fox son premier screen test. Il y a 2 mois, j'ai eu la chance de retrouver à Los Angeles le premier essai que fit Bruce Lee devant une caméra. Nous allons pouvoir le regarder. Production 263 05 224 10, essai Bruce Lee, première. Bruce Lee, regardez bien la caméra. Vous allez nous dire votre nom, votre âge et votre lieu de naissance. Eh bien, je m'appelle Lee, Bruce Lee. J'ai vu le jour à San Francisco en 1940, ce qui me fait 24 ans. Et vous avez travaillé dans le cinéma à Hong Kong. Oui, j'ai commencé à l'âge de 6 ans.
Quand avez-vous quitté Hong Kong? En 59, ce qui fait que j'avais 19 ans. Oui. Bon, regardez bien vers moi, Bruce. On m'a dit que votre femme vient d'avoir un garçon? Oui. Et vous avez un peu de sommeil en retard. 3 nuits de retard. Dites à mon équipe à quelle heure on tourne les films à Hong Kong. Oh, eh bien, c'est presque toujours tôt le matin, parce que les gens sont plutôt serrés à Hong Kong. Il y a près de 3 millions d'habitants maintenant. Et alors, si on veut absolument tourner en pleine rue, il faut que ça se passe, disons, depuis minuit au plus tard 5 heures du matin. Mais ça compte ici. Et vous êtes allé à l'université aux États-Unis? Oui, Qu'est-ce que vous avez étudié? la philosophie. Bon, vous m'avez dit tout à l'heure que le karaté et le jujitsu n'étaient pas les arts martiaux les plus puissants, les plus efficaces. À votre avis, quel est l'art martial oriental qui serait le plus efficace? Eh bien, je vais peut-être en faire hurler plus d'un, mais à mon humble avis, je crois que le kung-fu est le plus sûr. Parlez-nous un peu du kung-fu. D'où ça vient? Eh bien, le kung-fu est originaire de Chine. Je dirais que c'est l'ancêtre du karaté et du jujitsu. Je pense que c'est l'art le plus complet, le plus coulant, le plus fluide. Enfin, je veux dire qu'il présente un enchaînement de mouvements et pas comme les autres, un mouvement, 2 mouvements et on arrête. Regardez bien la caméra, Bruce Lee. Vous m'avez dit qu'il y avait un rapport entre le kung-fu et un verre d'eau. Vous voulez nous expliquer ça? Eh bien, le kung-fu, oui, peut avoir un rapport avec un verre d'eau, c'est vrai. Pourquoi? Parce que l'eau est l'élément le plus doux qu'on puisse trouver au monde. Pourtant, l'eau pénètre les rochers les plus durs. Et le granit, le ciment, tout ce que vous voudrez. Mais pourtant, l'eau est aussi un corps immatériel. Par là, je veux dire qu'on ne peut pas la gripper, ni lui taper dessus pour la casser. C'est le but que visent tous les adeptes du kung-fu, pouvoir être mouvant comme l'eau, insaisissable et s'adapter à l'adversaire qui vous attaque. Oui. Et quelle différence y a-t-il entre un coup de karaté et un coup de kung-fu? Eh bien, le karaté, c'est comme si on frappe avec une barre de fer. Whack! Le kung-fu, par contre, ce serait avec une chaîne de fer, avec à une extrémité une grosse bille d'acier et ça fait wang! Et ça atteint l'intérieur. Parfait, Bruce Lee. On va couper cette séquence. Et c'est Bruce Lee numéro 2, première. Regardez la caméra, Bruce. Fixez-la bien. Ben, maintenant, tournez la tête de ce côté. Ne bougez plus. Maintenant, votre profil. Oui, tournez la tête. Merci. Maintenant, tournez la tête de l'autre côté. Là, ne bougez plus. 2 3/4, s'il vous plaît. Faites de nouveau face à la caméra. Hein? Bien. Maintenant, on va reculer la caméra. Bruce, pour commencer, voulez-vous nous montrer quelques mouvements qu'on retrouve dans le théâtre chinois? Ce qu'on retrouve dans le théâtre chinois. Oui, vous m'en avez parlé tout à l'heure dans mon bureau. Leur façon de se déplacer. Ah oui, dans l'opéra chinois. On trouve les guerriers et les érudits, les sages. La façon de marcher du valeureux guerrier va ressembler un peu à ça. Il avance fièrement, très droit. On pose, on courbe, on tend et on repart de zéro. L'honorable sage va plutôt marcher comme une femme. Du moins, il devra présenter un aspect fragile, gracile. Il va marcher comme une frêle jeune fille. Il aura les épaules comme ça. Oui, donc, à leur façon de marcher, on devine à qui on a affaire. Oui, c'est ça. Quel personnage ils vont représenter? Bon, vous voulez nous faire une petite démonstration de kung-fu? Oui, c'est difficile sans adversaire, mais je vais faire de mon mieux. Ah, attendez, on va vous trouver quelqu'un parmi nous. Charlie! Oui, ce serait mieux. Charlie, tu as le physique qu'il faut. Un accident est toujours possible, mais rassurez-vous. Il y a différentes façons d'attaquer. Tout dépend de l'endroit que vous visez. Et aussi de l'arme que vous voulez employer. Pour les yeux, il faut employer les doigts. N'ayez pas peur, je fais attention. Pour les yeux. Ou un coup direct au visage. Ça part de ce point. Et on frappe. Une seconde. On va déplacer la caméra pour mieux suivre la démonstration. Oui, voilà. Mets-toi comme ça, Charlie. Ensuite, on va courber le bras comme ceci, en étant bien d'aplomb sur ses pieds. On va frapper avec le poignet. Attendez, il faudrait peut-être que notre ami se recule un peu, j'ai plus pour une heure. Allez-y, continuez. Ensuite, bien sûr, le kung-fu vous apprend aussi à être plus rusé que celui qui vous attaque. Il faut toucher partout, aussi bien là que par en dessous. Vous en faites pas. Tournez-vous de l'autre côté, Bruce, s'il vous plaît. D'accord. Voilà, allez-y. Et qu'est-ce que je dois faire? Ce sont des réactions naturelles, des réflexes. Oui, quel réflexe. Il n'a pas commencé à bouger, vous êtes déjà revenu en position. Tournez-vous un peu, Bruce. Comme ça? Voilà. Les doigts pour les yeux. Il y a le poignet. Il y a le poignet suivi du coup par en dessous. Oh, bien sûr, on utilise les jambes, coup direct au corps ou à la tête comme ça.
Ou, si je peux me reculer un petit peu, on lui fait sauter la tête et on se replace. Très bien. Faut bien avoir peur. Mais non, il n'a pas peur, regardez-le. Bon, maintenant, voulez-vous nous montrer comment un adepte du kung-fu s'efforce de tout régler froidement plutôt que de se laisser entraîner par toute une série d'inconvénients? Le sang. Et d'accord. Merci. Et c'est Bruce Lee numéro 2, deuxième. Maintenant, Bruce, pour mieux suivre la démonstration, il faut considérer que votre adversaire, c'est cette caméra. D'accord. Quelle est exactement la différence entre le jiu-jitsu et le kung-fu? Vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots, en quelques mouvements? Oui, bien sûr. Par exemple, vous avez tous lu un jour dans un bouquin, dans un magazine soi-disant spécialisé, que si on vous agrippe brusquement, vous devez d'abord faire ceci, ensuite cela, ensuite ceci et ça, et encore ça. Des dizaines de mouvements pour obtenir un résultat. Oh, eh bien, ce genre de magazine vous indiquera comment faire peur à votre ennemi et plaire à votre petit ami. Bref, à rouler des épaules. Par contre, le kung-fu vous apprend à frapper vite et fort, sans perdre de temps. Tenez, par exemple, on vous agrippe la main. Vous n'allez pas demander d'attendre gentiment que vous vous mettiez en position. Agissez. C'est la base de l'efficacité. On simplifie tout. C'est la même chose pour les coups et tout le reste. Cet art martial repose sur le plus strict minimum de gestes, de sorte que tout soit le plus simple du monde, le plus direct. Et c'est réglé. Il faut agir simplement. Pas de ya, de cris et de coups de poing distribués n'importe où. Ouf. Bonsoir, monsieur. Maintenant, Bruce, Oui. voulez-vous nous montrer quelques figures de kung-fu? Le pratiquant du kung-fu a la possibilité de s'entraîner seul ou avec un partenaire. Pour s'entraîner seul, il faut se livrer à différentes figures qui doivent imiter le cygne, ou bien le singe, ou la menthe religieuse. Tenez, voilà un exemple. On commence comme ça. C'est un des différents mouvements ou figures du kung-fu. Montrez-nous encore une figure et ce sera terminé. D'accord, je ne suis pas mécontent d'entendre ça. Il y a la figure du tigre. On doit agir comme un tigre. Utilisez des griffes pour déchirer le visage de votre adversaire, comme ceci. Voilà une des figures du kung-fu. Merci, Bruce Lee. Bruce Lee fut remarqué en 1964 au tournoi international de karaté de Long Beach et fut contacté par la Fox pour jouer dans une série télévisée, The Green Hornet. Van Williams y joue le rôle de Britt Reed, le journaliste, et Bruce Lee, celui de Kato, son ami garde du corps spécialiste du kung-fu. Avec The Green Hornet, l'Amérique stupéfaite venait de découvrir les arts martiaux. Hi, friend. Well, how did it go tonight? How did what go tonight? The job tonight. Aren't the boys back yet? Not yet. Ah, well, it's a long way back from the racetrack. The racetrack? Yeah. What's the matter? You've forgotten we're knocking over the Riverview Harness track tonight. Oh, yes. Yes, we had forgotten. L'importance du Retour du Dragon est immense, puisque c'est le film, c'est-à-dire ce feuilleton télévision américain, qui a fait connaître Bruce Lee dans toute l'Asie. Et c'est ce qui lui a permis, à son retour au pays, à Hong Kong, de pouvoir débuter en star, en vedette, et de tourner Big Boss et La Fureur de Vaincre, sans avoir rien fait d'autre dans son pays, en dehors de cette série télévision qui a remporté un triomphe, puisque c'est la première fois qu'on voyait un acteur chinois, une vedette chinoise, c'est-à-dire une vedette de couleur. Cela permit à Stirling Stiliphant, quelques mois plus tard, de proposer à Bruce Lee un petit rôle dans La Valse des Truands. En 1963, à l'un de ses cours de Jeet Kune Do, Bruce Lee avait remarqué une jeune étudiante en philosophie, Linda Emery, qui quelques mois plus tard devenait Madame Linda Lee. Elle savait compenser par sa douceur le caractère emporté de son mari. Elle savait aussi bien le calmer, l'écouter, le laisser tranquille qu'être son adversaire en arts martiaux. Elle a été pour Bruce, en 9 ans de mariage, beaucoup plus qu'une simple épouse, une compagne et une partenaire. Avec Linda, Bruce a eu 2 enfants, Brandon et Shannon, qu'il a lui-même initiés dès leur plus jeune âge aux arts martiaux. Mais Hollywood, malgré son succès dans Green Hornet, ne voulait décidément pas de Bruce Lee, jugé trop petit et trop chinois. Aussi, quand la Warner, pour une série télévisée intitulée Kung Fu, choisit de confier le rôle à un acteur grand et blanc, mais ne connaissant pas les arts martiaux, Bruce Lee jeta-t-il l'éponge.
C'est en 1970, à l'occasion d'une tournée publicitaire pour Green Hornet, que Bruce Lee, pour la première fois, revint à Hong Kong. Les années de misère et de frustration qu'il avait vécues aux États-Unis ne l'avaient pas préparé à l'accueil qu'on lui fit alors. Il n'était plus un petit acteur parmi d'autres. Il était Kato, le justicier masqué. Le producteur Raymond Shaw eut l'intelligence de comprendre que ce petit Chinois hurlant et bondissant valait de l'or. Il l'engagea aussitôt pour être la vedette de son prochain film, Big Boss. À Hong Kong, Big Boss battit les records de recettes de tous les temps, détenus jusqu'alors par les 10 commandements. Mais ce n'était rien à côté de ce qui nous attendait avec la fureur de vaincre. Le succès de la fureur de vaincre fut tel que les queues devant les salles de cinéma bloquèrent la circulation. Les 2 premiers films de Bruce Lee ayant fait 20 millions de dollars de recettes aux USA, la Warner mit en chantier le plus grand film d'arts martiaux réalisé jusqu'alors, Opération Dragon. Bruce Lee, comme mise en scène, il a fait juste un film comme metteur en scène, qui était La Fureur du Dragon, qui est son film le plus personnel et son meilleur film. Les combats étaient mieux réglés que dans ses autres films, et il allait jusqu'au bout de ses capacités, de ses possibilités. Comme il était aussi producteur du film, ça a aidé beaucoup. D'ailleurs, c'est le film dans le monde entier qui a fait le plus de recettes, qui a battu tous les autres. Et sur Paris, il va faire 500 000 entrées. Dans ses films chinois, même quand il ne faisait pas la mise en scène et que le metteur en scène n'était pas très bon, lui réglait ses combats comme un ballet, comme Fred Astaire. Quand Fred Astaire tournait des films à Hollywood il y a 40 ans, il réglait toujours sa chorégraphie, même si le metteur en scène était plus ou moins bon. Après La Fureur du Dragon, Bruce Lee connut ce dont il avait toujours rêvé, la gloire. Sa photographie apparaissait chaque semaine en couverture de plusieurs dizaines de magazines. Les offres de contrats ne cessaient d'affluer sur son bureau. Mais la réussite avait aussi ses revers. Chaque fois qu'il sortait, les fans se précipitaient sur Bruce Lee. Chaque fois qu'il faisait un geste ou simplement ouvrait la bouche, ils le retrouvaient le lendemain, 1000 fois grossi, à la une de tous les journaux de Hong Kong. Et nous ne parlons pas des individus qui, à la recherche d'une célébrité facile, s'amusaient maintenant à le provoquer à tout bout de champ. Dans le monde même des arts martiaux, il devenait peu à peu un mythe. Et les histoires les plus invraisemblables circulaient sur son compte. Au fil des semaines, on le disait vaincu à Londres, blessé à New York ou tué à Hong Kong. Bruce Lee était parvenu au sommet. Ce serait un acteur plus célèbre que James Coburn ou Steve McQueen, avait-il répété contre toute vraisemblance des années durant. Et il était maintenant devenu l'un des plus grands parmi les plus grands. La passion de Bruce Lee à Paris a commencé à monter très fort au moment, en juillet 1974, quand nous avons monté au Hollywood Boulevard le premier festival Bruce Lee en hommage du premier anniversaire de sa mort. Comme en sortant des salles, les spectateurs avaient une fâcheuse tendance à casser les vitrines pour voler les photos, c'est à ce moment-là que nous avons édité le livre La légende du petit dragon, qui en est à sa 5e édition, soit 100 000 exemplaires de tirage. Faisant suite au festival Bruce Lee organisé par le Hollywood Boulevard, la presse française découvrit Bruce Lee.
succès du premier livre, La légende du petit dragon, nous venons d'éditer Bruce Lee inédit. Nous avons cherché surtout le vrai portrait de Bruce Lee, c'est-à-dire le portrait loin des mystifications. Nous avons été à Hong Kong, à Londres, à Hollywood, pour retrouver, recueillir des témoignages de ses amis, de sa femme, des élèves de Bruce Lee, dont Chuck Norris et Jim Kelly. Nous avons surtout étudié aussi sa méthode du nunchaku, parce que Bruce Lee, c'est le roi incontesté du nunchaku. Nous avons fait le parallèle entre Bruce Lee et James Dean. James Dean, en 1955, a été la première star pour les adolescents. Il a amené tous les chanteurs jeunes, toute la presse pop, qui n'existait pas avant. La grande différence entre Bruce Lee et James Dean, c'est que James Dean représentait un conflit de génération. Alors que dans le personnage de Bruce Lee à l'écran, il n'y a pas ce côté social que possédait le monde de James Dean. Sinon, à part qu'ils aient tourné tous les deux très peu de films et qu'ils sont morts très jeunes, le rapprochement s'arrête là, à mon avis. Quoique, Linda Lee, la femme de Bruce Lee, m'a dit qu'étant jeune, Bruce Lee adorait James Dean et imitait même un peu James Dean. Et j'ai pu le vérifier en voyant des photos de Bruce Lee à l'âge de 18 ans. Il était très influencé par James Dean. Parce que souvent on me demande, mais qui va remplacer Bruce Lee? Et on ne remplace pas Bruce Lee comme on ne remplacera pas Cassius Clay en pleine gloire ou Marcel Cerdan-Père. C'était toujours des personnages uniques, que ce soit des sportifs ou que ce soit des grands acteurs. Et qu'en France, Belmondo ou Alain Delon resteront Belmondo et Alain Delon. Dans Bruce Lee inédit, nous avons publié toutes les photos de son film inachevé Le Jeu de la mort, que Bruce Lee tournait en 1973 quand la mort l'a brutalement abattu. Selon les témoignages que j'ai recueillis, Le Jeu de la mort aurait été non seulement le film le plus personnel de Bruce Lee, mais aussi le plus grand film d'arts martiaux jamais porté à l'écran. Bruce Lee ne devait jamais terminer Le Jeu de la mort. Le 20 juillet 1973, dans la soirée, c'est la mort au contraire qui emportait le petit dragon. La nouvelle éclata comme une bombe. Personne ne voulut y croire. Le lendemain pourtant, les manchettes noires des journaux le proclamaient en lettres de deuil. Bruce Lee était mort. Malheureusement, beaucoup de choses regrettables entourèrent les circonstances de cette mort. Était-ce une faute si impardonnable que de mourir dans le lit d'une actrice jeune et belle? Fallait-il que cela soit caché? On le cacha. Et c'est à partir de là que les légendes commencèrent à courir. Pour les uns, Bruce Lee avait été tué par des moines Shaolin qui ne lui pardonnaient pas d'avoir révélé le kung-fu aux étrangers. Pour les autres, c'était la mafia de Hong Kong ou un producteur jaloux. Pour d'autres encore, c'était la vibration qui tue ou les dieux chinois que Bruce avait offensés. Pour la presse, plus terre à terre, ce fut une histoire de drogue ou un gag publicitaire destiné à lancer son prochain film. Bruce Lee était pourtant bien mort. Et comme selon les vieux sages de Hong Kong, il avait brûlé 2 vies, il eut droit à 2 enterrements. L'inhumation réelle eut lieu à Seattle, États-Unis. La foule était réduite à 150 personnes environ. Steve McQueen et James Coburn portaient le cercueil. Et Linda, émue, défaillante, ajouta ce simple commentaire: il a vécu chacune de ses journées comme une découverte. Des 33 ans qu'il passa sur Terre, il n'a pas gaspillé une seule seconde. Mais c'est à Hong Kong, au sein de son peuple, que Bruce Lee connut son véritable enterrement. Ceux qui, dès ses premiers films, l'avaient reconnu comme un héros, lui adressèrent le 25 juillet 1973
l'adieu que l'on réserve aux héros. 25 000 personnes avaient tenu à accompagner Bruce dans son dernier voyage. Il y eut des pleurs, des cris, des blessés, des bagarres. Les gens ne pleuraient pas seulement une vedette de cinéma, mais avant tout, l'homme qui leur avait rendu la fierté d'être chinois. On raconte même qu'une tribu en Malaisie attend encore son retour. Et après tout, ce sont peut-être eux qui ont raison. Car au moment où l'avion qui transportait son corps quittait le sol de Hong Kong, la légende du petit dragon ne faisait que commencer. Adieu, Bruce Lee. Nous ne t'oublierons jamais.